Bienvenue pour un nouvel épisode de votre podcast Pixis, le podcast. Aujourd'hui, nous sommes à la journée agile, le 23 mai 2025. La keynote vient juste de se terminer ou elle est en cours, je pense. Et j'ai pris deux personnes au stand, Olivier et Sophie. Et je vais vous demander d'abord de vous présenter. Je m'appelle Olivier, je suis le patron des magasins Le Zèbre à Poix. Nous avons 3 magasins de jeux et de jouets. On est vraiment spécialiste dans le jeu de société, le jouet pour tout âge. On commence vraiment avec les tout petits de 0 ans jusqu'aux joueurs, experts, passionnés. En termes de tranche d'âge, on vise vraiment tous les publics dans le monde ludique. Alors, auditeurs, auditrices, ne stoppez pas l'écoute de ce podcast. Nous sommes bien dans un podcast sur la journée agile et l'agilité. Oui. Mais vous le savez, dans l'équipe de Pixis, il y a Éric Decosso. Et à mon avis, on va entendre dans quelques instants qu'il n'est pas innocent à la présence de votre société. Alors Sophie, je vais aussi te demander de te présenter. Je suis Sophie, je travaille au Zèbre à Poix depuis 10 ans maintenant. Moi, je m'occupe plutôt de tout le pôle jeux de société. Je suis rentrée dans ce boulot-là par ma passion à la base. Et puis petit à petit, on fait plusieurs postes dans la société. C'est le côté chouette des petites structures familiales comme ça, c'est qu'il y a plein de possibilités de développer en fonction de chacun ses propres intérêts. Moi, j'ai lancé un petit pavé dans la mare, comme on dit. J'ai parlé d'Éric Decosso. Je pense et j'imagine très bien que votre présence avec un stand à la journée agile n'est pas innocente. Éric utilise beaucoup les jeux dans ses approches de coaching. Tu as parlé un peu de ce que vous faites, mais est-ce qu'on parle aussi de jeux en ligne, de jeux digitaux, les jeux de l'informatique ont de la place ou pas? Chez nous, non. Nous, on se base uniquement sur le jeu physique, que ce soit jeu de cartes, jeu de plateau, jeu d'escape, d'enquête, ce genre de choses-là. Mais on reste sur du matériel physique. Le jeu vidéo et le jeu en ligne, pour moi, c'est un autre monde. C'est pas notre spécialité. Je pense vraiment que ce sont deux mondes qui, aujourd'hui, ont un peu de mal à se rencontrer. Peut-être que demain, ce sera le cas, mais aujourd'hui, on axe vraiment nos activités sur le jeu physique et le côté socialisation familiale aussi, et utilisation de ces outils-là dans le monde professionnel pour développer des compétences ou supprimer des incompétences. Le jeu de société permet vraiment de faire tellement de choses que nous, on veut vraiment se baser là-dessus. C'est sa force. D'ailleurs, il y a eu un mouvement en ressources humaines, puisque j'anime un podcast sur les ressources humaines aussi, où le gaming et la gamification étaient un mot très utilisé dans les entreprises, parce que ces jeux de plateau, effectivement, révèlent, comme le disait bien Éric Decosso dans un des podcasts où il m'expliquait sa passion sur le jeu de société permet de relever des comportements, de mettre le doigt sur des réactions, des actions où on peut questionner, interroger, finalement s'enrichir du feedback des autres et de la critique des autres aussi. Sophie, est-ce que tu avais aussi une passion dans les jeux en ligne ou les jeux vidéo de ton côté? De mon côté, pas du tout. Ça a été effectivement uniquement du jeu de plateau. J'ai commencé à jouer aux jeux vidéo vraiment très très tard. Et encore, c'est plus tôt parce que je ne veux pas être bloquée dans mon petit univers. Et c'est vrai que même encore maintenant, la plupart du temps, un jeu vidéo vient en soutien à la limite à un jeu de plateau. Je ne me perds pas dedans. J'essaye de suivre parce que j'ai un enfant et qu'apparemment... Tu vas être confronté à ça. Il va falloir un moment que je m'y mette parce que là, il devient meilleur que moi et ça, c'est... Oui. Quand ça commence à nous battre et en jeu de plateau et en jeu vidéo, ça commence à faire beaucoup. Alors, on se pose des questions, quoi. Voilà. Alors, je ne veux pas faire un podcast sur les jeux en ligne, mais je pense que c'est important d'expliquer qu'il y a deux cultures du jeu. Manifestement, c'est ce qui se passe. Quel était le choix et pourquoi avoir accepté de venir à la journée agile? Tout simplement parce qu'on est persuadé que le jeu de société joue un rôle primordial dans le développement de l'enfant, mais de l'être humain de manière générale. Mettre des jeux de société entre les mains des enfants, c'est lui permettre de, 1, apprendre à respecter les règles, 2, développer des aspects stratégiques, accepter de perdre, ne pas jouer que pour battre l'autre, essayer de s'améliorer. On retrouve vraiment tout un tas d'éléments qui sont tellement intéressants que quand on a des clients qui viennent au magasin, c'est une phrase qui me titille à chaque fois, c'est « Je viens chez vous pour acheter un jeu ludique ». Ils sont tous ludiques. Ils apporteront tous quelque chose au éducatif. Ils apporteront tous un élément éducatif à l'enfant. Le tout, c'est de voir ce que vous cherchez, ce que l'enfant est prêt à investir, et on trouvera bien le jeu qui répondra à ce besoin-là. Est-ce qu'on ne peut pas retirer de toutes les phrases que tu viens de dire le mot « enfant » ? Parce que finalement, tout ce que j'entends est valable pour l'adulte. L'adulte doit aussi parfois... Parce que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a encore beaucoup d'adultes qui ne comprennent pas les règles. Moi, j'ai beaucoup de mal avec les règles. J'ai du mal de les respecter. Je ne supporte pas trop l'autorité, l'hiérarchie. On s'en rend bien compte et c'est pour ça qu'on organise, nous, énormément d'événements, que ce soit des soirées jeux, une fois par mois dans le magasin Nivelles, une fois par semaine dans le magasin de Louvain-la-Neuve. Louvain-la-Neuve, Nivelles. Voilà, on organise régulièrement des soirées jeux parce qu'on a énormément de clients qui aiment jouer, mais qui détestent décortiquer des règles. Ça, c'est quelque chose que nous, on peut apporter également dans ce cadre-là. Et là, évidemment, on vise un public exclusivement adulte, ou en tout cas ado-adulte,
qui a envie de jouer, qui a envie de découvrir des nouvelles stratégies, des nouvelles mécaniques de jeu, mais qui n'aime pas trop se farcir les règles, qui sont parfois fastidieuses ou écrites avec les pieds. Alors Olivier, tu es le patron. Oui. Tu es beaucoup dans le magasin ou c'est plutôt Sophie? Alors, on a 3 magasins. Moi, en tant que patron, je suis assez peu dans les magasins. Tu as cité Nivelles, tu as cité... On a 2 magasins Nivelles, Nivelles Centre, Nivelles Shopping, et on en a un à Louvain-la-Neuve dans l'Esplanade. Historiquement, notre premier est à Nivelles Centre. C'est vraiment de là que tout est né. Puis quand on a ouvert Nivelles Shopping, Sophie a rejoint nos équipes. On a continué à grandir et le magasin de Louvain-la-Neuve est maintenant l'une des plus grosses boutiques de jeux de société et de jouets en Belgique et en plus dans un shopping. On est à 800 mètres carrés, donc on est l'une des plus grandes boutiques de Belgique. Historiquement, ça existe depuis quand votre enseigne? Alors l'enseigne existe depuis fin des années 90. Nous, on a repris en 2010, donc ça fait maintenant 15 ans qu'on est à la tête du Zèbre à Pois, mon épouse et moi. Hyper honoré de diffuser ce podcast pour vous et nous faire encore plus connaître dans le monde des entreprises. C'est gentil. Et ça allait de la question qui va suivre. À un moment donné, vous vous lancez dans une vente de jeux, vous pensez famille, parents, et puis tout d'un coup, on va peut-être des RH qui vont débarquer dans le magasin ou des entreprises ou des coachs. Est-ce que ce switch, est-ce que ce constat s'est fait à un moment précis ou pas? Une mouvance qui était constatée? Oui, moi je dirais quand même que ça fait 5 ans maintenant qu'on remarque qu'on a un public qui devient de plus en plus adulte, qui recherchent des choses de plus en plus pointues par rapport à un projet qu'ils vont avoir. Avant, on était dans un certain nombre de gens qui venaient parce qu'ils étaient joueurs, ils aimaient ça, ils cherchaient des jeux qui En leur mode faisaient découverte. plaisir, en mode découverte, et pour le plaisir du jeu. De plus en plus, on va avoir la question au magasin, recherche de jeux précis par rapport à un but. Par exemple, essayer de travailler plutôt le jeu coopératif, comme on aura prévu pour la journée aujourd'hui. On va en avoir qui vont être plutôt dans l'idée, il faut qu'on puisse faire des grandes tablées et faire que les gens qui ne se connaissent pas se rencontrent au travers du jeu. Et là où avant on avait le serious game et le jeu en magasin, on a aujourd'hui vraiment un mélange qui se fait entre les deux. Et du coup, les gens qui avant n'étaient que dans le serious game se rendent compte que dans tous les nouveaux jeux qui sortent aujourd'hui, il y a moyen de trouver en fait une mine d'or pour des activités en entreprise et donc on a de plus en plus de demandes. En t'écoutant attentivement, j'ai quand même entendu que tu as fait un split très clair entre ce que tu appelles avec l'étiquette Serious Game des autres jeux. Ça veut dire que cette différence, elle était quand même existante? Toi, ce que tu entends par serious game, c'est les jeux d'apprentissage. C'est vraiment ceux qui vont reprendre par exemple des mécaniques de jeux modernes qui existent et qu'on va transposer pour mettre sur un thème d'apprentissage. J'ai pas mal d'étudiants qui nous appellent tous les ans parce qu'ils ont en projet de fin d'études, par exemple, de devoir reproduire un jeu. J'ai eu l'année passée une jeune qui faisait des études en diététique et qui essayait de voir qu'est-ce qu'elle pouvait reprendre de modèles de jeux classiques pour en faire un jeu à visée éducative, mais avec un but précis d'apprentissage. Et où effectivement, au lieu d'être dans la largesse de ce que tous les jeux proposent, c'est vraiment utiliser le jeu comme créneau pour apprendre quelque chose de très scolaire, par exemple. Je crois qu'on pourrait faire 1 heure de podcast sur le jeu. Ah parce oui. que c'est hyper passionnant. Au fur et à mesure où je t'écoute et j'entends tes réponses, d'ailleurs, on avait prévu un schéma, on va pas le suivre. Tu vois qu'on s'est écarté complètement du schéma de l'interview parce que je suis rentré dans votre passion, vous m'avez contaminé, ça y est, on est dedans. Là, ça s'est bien senti. C'est beaucoup plus vaste, le monde du jeu. Parce qu'on touche à ça, on touche à l'entreprise. Et puis, je vais amener un nouvel aspect et je pense que tu vas certainement, ou vous allez certainement aller dans mon sens, ou peut-être me dire je me trompe, je vais être surpris, je ne sais pas. J'ai le sentiment qu'il y a aussi, parce que j'ai rencontré des ASBL qui utilisent le jeu pour des causes sociales. Mais il y en a plein. J'allais rebondir sur ce que Sophie vient de dire. On travaille beaucoup avec des ludothèques et avec des services publics fédéraux, communaux, etc., qui ont tous des projets sociaux, que ce soit via les écoles, via des APO, via plein de petites associations paracommunales, avec des sujets particuliers. On veut travailler l'écologie, on veut travailler la sexualité, Exactement, on veut travailler voilà. l'immigration, on veut travailler, Les clichés patriarcaux. voilà, le genre. Tous ces éléments-là qui sont aujourd'hui des thèmes de société et qui sont abordés plus jeunes, mais également dans les humanités et même plus tard pour les primo-arrivants, par exemple, le jeu peut également faire partie de l'éducation culturelle quand les personnes arrivent dans nos pays. Le jeu est un enjeu, pardonne-moi pour le jeu de mots, culturel. Alors là, nous, c'est un combat qu'on mène en souterrain depuis très très longtemps. Ce taux de TVA de 21% doit passer à 6% pour le jeu de société, comme il l'est pour le livre. C'est un combat qu'on mène en permanence. La seule chose, c'est que d'un point de vue fiscal, il est considéré comme étant un produit à 21% et pas comme un produit culturel. Or, aujourd'hui, derrière, il y a des dessinateurs, des illustrateurs, des créateurs de jeux. On est exactement dans ce qu'on appelle un produit culturel. Et donc, je pense qu'à terme, on va y arriver, mais ça fait à peu près 30 ans que le monde du jeu se bat pour y arriver, et il en faudra peut-être encore autant
mais on va y arriver. On va aussi parler des familles. Parce que la famille, elle peut venir vous consulter pour le côté ludique du jeu, mais est-ce qu'il arrive que parfois le jeu puisse être utilisé dans des thérapies, avec des thérapeutes? Est-ce que ça existe aussi? Je me dis, mais ça doit bien avoir frappé la tête de certaines personnes. Énormément. D'ailleurs, nous, on propose une journée par an aux personnes qui utilisent le jeu dans leur pratique thérapeutique, que ce soit des psys, que ce soit des logopèdes, qui viennent passer la journée avec nous pour justement pouvoir découvrir des nouveaux jeux. Parce qu'en fait, leurs patients, quand ils sont en session, ils adorent ça. Bah oui, Que ce clairement. soit le petit jeu de récompense à la fin, ou que ce soit en fait avoir joué toute leur séance et qu'ils ne se soient absolument pas rendu compte qu'on était en train de leur faire travailler quelque chose. C'est beaucoup moins frontal, on a beaucoup moins ce côté « tiens, tu vas manger de la matière ». Et en fait, c'est vraiment un outil qui est merveilleux pour ça. Et donc nous, ça a été un peu notre cheval de bataille ici. Donc là, ça va faire 3 ans maintenant qu'on organise ces journées-là pour elles. Et donc elles viennent la journée pour découvrir des jeux. Et ça permet aussi d'avoir une espèce d'actualité par rapport à ça, parce qu'en fait, quand on a de la patientèle qui revient en magasin en nous disant « j'ai joué chez la logopède à un jeu d'il y a 10 ans », et ben en fait, parfois, il y en a 10 qui travaillent la même chose et qui sont beaucoup plus actuels, qui correspondent aussi mieux, qui sont parfois juste encore en vente. Et du coup, ça permet vraiment de travailler énormément de choses par rapport à ça, quoi. Moi, j'aime bien bouleverser les tabous. La sexo aussi. Il y a des jeux sexo. Il y en a un tout petit peu. Maintenant, les jeux qui développent ce sujet-là pour les plus jeunes, Non, ici, on parle pour on les les adultes. retrouve pas en magasin. Voilà, c'est ça. Parce que tu as vraiment des ASBL qui sont spécialisés là-dedans et qui sont en contact direct avec les écoles. C'est un canal de ou distribution. de la COCOF ou ce genre de choses-là, parce que finalement, c'est clairement dans ces canaux de distribution-là. Mais si on sort du mode éducatif dans les familles, Tu vas le entre les retrouver. adultes, ça existe. Alors oui, et là, les sites internet existent, mais ça sont des jeux qui sont très peu commerciaux, je vais dire. D'accord. Mine de rien, le tabou de la société, il a un impact. C'est des sujets qui sont, je vais pas dire qu'ils sont tabous, mais si le parent veut faire cette démarche, il fera une démarche réellement active, et en général, les éditeurs sont là sur le net et ont en général aussi des structures de prix qui ne permettent pas de mettre un distributeur ou un revendeur en plus parce que les tirages sont plus faibles, parce que le jeu a coûté un peu plus d'argent à la création, etc. Et donc, en général, ils s'auto-éditent. Est-ce qu'on peut dire que c'est un marché de niche? C'est clairement un marché de niche. Mais déjà, le jeu éducatif dont Sophie parlait là tantôt, tout ce qui est jeu logopède, jeu travail comme nous on les appelle, c'est un marché de niche qui représente une niche de plus en plus grande parce qu'on se rend compte que des dysphasiques, des dyslexiques, des dyscalculiques, il y en a plein et que c'est quand même très agréable et pour l'enfant, le parent ou le professionnel d'utiliser un jeu plutôt que d'utiliser le bâton et la carotte pour faire avancer l'enfant. Et il n'y a rien à faire. Ce jeu permet tellement de choses et comme Sophie disait, d'avoir avancé, d'avoir rectifié les choses, d'avoir progressé et sans avoir eu le sentiment de travailler. C'est finalement un peu ce qu'on fait nous tous les jours. On fait notre passion et on n'a pas toujours l'impression de travailler. Et je vous rassure, la passion, on la sent bien chez tous les deux. D'ailleurs, on l'entend parce qu'il y a les sourires, vous ne les voyez pas, mais on les entend en micro, les sourires et les passions sont là. Justement, je pense qu'avec l'approche agile, parce qu'on va revenir sur le sujet de la journée, c'est la journée agile, c'est la journée où il y a des coachs et des gens qui utilisent aussi vos jeux en entreprise. Alors, on parlait de serious game tout à l'heure, mais ce que je constate moi, c'est que parfois des jeux sortent de plus en plus du serious game et des jeux traditionnels, des jeux classiques finalement peuvent être réutilisés aussi. Et cette ouverture de la frontière, vous l'observez, quels sont les jeux qui sont les plus vendus dans cette approche? Est-ce qu'on pourrait faire un top 10 des jeux qui, waouh, ça cartonne? Alors, il va y avoir tous les jeux de rapidité-observation, je pense, qui fonctionnent très bien là-dedans. T'as des parce qu'on exemples? va vraiment travailler l'inhibition. Les plus classiques vont être Double, Bazar Bizarre, Taco Book Cheese Pizza reprend Jungle de plus en Speed. plus de place, Jungle Speed, qui sont vraiment en fait tous ces jeux qui vont travailler l'inhibition. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on nous demande énormément. Il va y avoir pas mal tous les jeux de communication et de mise en contexte de mots, que ce soit dans de la déduction, de devoir déduire ce que l'autre est en train d'essayer de nous faire deviner, ou simplement de l'association d'idées. On va avoir le Codenames qui prend énormément de place, autant dans les familles en fait que dans les entreprises. Il va y avoir le concept qui a un peu ouvert les portes de ça il y a 10 ans, je pense maintenant quand même. Et où du coup, on va vraiment être sur d'autres façons de réfléchir, mais qui en fait, dans la vie active de tous les jours, sont super intéressantes. Quand on a joué à concept la première fois et qu'on se rend compte que, bah oui, on peut faire deviner les mots qui sont là, mais en fait, on peut tout faire deviner à partir du moment où on divise quelque chose sous forme de concept. Et ben en fait, on réfléchit différemment. Ça stimule la créativité. Voilà, il va y avoir tous ces jeux de mots qui ont vraiment le vent en poupe, et je pense que Codename est en liste depuis des années et reprend bien. Et puis il va y avoir effectivement tout ce qui va être jeu de coopération, avec cette idée justement de partage de tâches et d'être ensemble contre le jeu. On n'est plus dans une idée où on va s'opposer, mais où chacun va amener sa pierre à l'édifice pour pouvoir construire quelque chose. Et tu as une grosse catégorie de jeux qui est née il y a 10 ans, qui sont les escape games en fait.
C'est vraiment la naissance du jeu de coopération, communication familiale, et voire même expert, parce que là, on va vraiment, il y a des jeux pour les enfants, mais là, on vise vraiment plutôt un public adulte, où pour réussir, il faut utiliser les compétences de toutes les personnes qui sont autour de la table. Il va y en avoir qui sont beaucoup plus forts à déduire un code, il y en a d'autres qui vont être plus forts dans l'observation, il y en a d'autres qui vont être plus forts dans l'analytique. Et finalement, c'est vraiment, on se rend compte que c'est en utilisant les compétences de tout le monde autour de la table qu'on va réussir à atteindre l'objectif en moins d'1 heure. Et ces escape games-là, alors Unlock évidemment en tête, mais derrière il y en a plein d'autres, il y a les Exit, il y en a vraiment Mystery House, il y en a vraiment plein qui sont sortis entre-temps, ont permis avec chacun leur spécificité différente, plus immersif, moins immersif, avec application, sans application, de mettre en avant ce côté vraiment coopératif, mais au sens noble du terme. C'est pas juste on joue ensemble contre le jeu, c'est on a besoin des compétences de chacun pour y arriver. Ce que j'adore dans ce que vous êtes en train de dire tous les deux, et c'est revenu plusieurs fois si les auditeurs et auditrices ont été un peu attentifs, c'est qu'on a bien dit on réapprend à collaborer. Or, si on observe le système d'enseignement, qu'est-ce qu'on fait dans les écoles? On met des points aux enfants. On leur demande d'être meilleurs que le voisin. On crée l'esprit de compétition. Et pour moi, selon ma vision du monde, si la société est injuste, la première cause, elle est là. Et dans ce que vous êtes en train de me dire, j'en ai des frissons, je me dis, mais là, on a des gens qui, dans leur métier, dans leur passion, changent la donne. Parce que réapprendre à collaborer, réapprendre à être fort ensemble, c'est faire oublier ces biais cognitifs éducationnels où on te dit, il faut être meilleur que l'autre. En fait, c'est pas en étant meilleur que l'autre et en faisant mieux que l'autre que tu vas avancer. C'est en collaborant. C'est la fameuse petite fable. Tu as la girafe, l'éléphant et le singe qui sont dans la jungle. Et on demande à tout le monde d'aller dans l'arbre et il n'y a que le singe qui arrive et les deux autres sont nuls. C'est un peu le même principe. Ouais. C'est chacun doit travailler avec ses compétences. Et en fait, le jeu de société permet de mettre en exergue ses faiblesses et de les travailler, parce que c'est important de s'en rendre compte et d'y remédier d'une manière ou d'une autre, parce que dans la vie professionnelle, la vie de tous les jours, on en a besoin. D'abord, de connaître nos faiblesses et de savoir y faire face, et puis de connaître ses compétences, d'en être maître et de savoir les utiliser sans en avoir honte, parce que voilà, c'est quelque chose qui est vraiment important au quotidien. Je suis un petit peu provocateur et les auditeurs finiront par le bien comprendre avec moi. Si on pousse le bouchon, on parle de l'enfance, on parle de la famille, on parle des entreprises et puis un grand absent. Alors peut-être que je me trompe. Je viens de le dénoncer, le grand absent, c'est l'enseignement. Est-ce que vous collaborez justement avec les écoles? Est-ce que l'école se dit enfin, à un moment donné, et si on ramenait le jeu pour collaborer dans les écoles? Est-ce que ça se fait ou est-ce que je suis encore trop utopiste? Non, alors nous, on travaille vraiment beaucoup ça depuis maintenant quand même pas mal d'années. Parce que vous l'avez initié ou les écoles sont venues à vous? Non, c'est nous qui avons initié, mais on l'a initié de manière particulière. C'est-à-dire que pour toucher les écoles, on devait soit se mettre en contact directement avec les pouvoirs communaux qui ne sont pas spécialement les meilleurs partenaires pour ce genre de projet-là, soit travailler avec les ludothèques communales, qui, elles, savent ce que c'est que le jeu et, a priori, sont elles, en contact ou devraient l'être avec les différentes écoles. Et donc, on a développé aussi maintenant, depuis presque 5 ans, 4 journées par an de formation des ludothèques. Et donc, toutes les ludothèques de Belgique francophone peuvent venir chez nous, se former gratuitement pendant 4 jours sur une année. Et de fil en aiguille, ça crée des partenariats. On a énormément d'écoles qui commandent des jeux de société chez nous, des écoles qui ont créé des ludothèques, des écoles dont les enseignants... Tous les niveaux. De tous les niveaux, maternelle, primaire, secondaire. Des écoles aussi qui utilisent les jours blancs pour faire jouer les enfants. Des écoles qui utilisent 2 heures de leur planning, principalement en primaire ou en maternelle, les 2 dernières heures du vendredi, où c'est plus difficile d'avoir la concentration des enfants, eh bien, on a instauré 2 heures de jeu. Mais pour ça, il faut avoir du matériel. Les écoles sont souvent, c'est le nerf de la guerre, c'est les problèmes de l'argent. Et là, parfois, justement, si on travaille bien, si on libère des budgets au niveau des communes, et ce qu'on parvient à faire maintenant depuis quelques années, c'est de parvenir à essayer de créer ces budgets et ces ludothèques au sein des écoles. Et les unifs? Parce que moi, il y a des professions comme ça qui parfois me choquent, où il y a très peu d'humanité, alors que c'est un métier humain. Je me dis que peut-être le jeu pourrait amener des consciences. Est-ce que ça se fait dans les universités? Dans les universités, encore pas beaucoup. C'est peut-être notre prochain cheval de bataille. Le jeu est encore resté longtemps dans la sphère de la petite enfance, grandit doucement et maintenant atteint l'adulte. On n'est plus sur cette idée de le jeu c'est réservé aux enfants. Je pense que là maintenant, ça c'est un combat qui a été mené, qui est gagné. Maintenant, je pense que le fait de le faire reconnaître au niveau justement des unifs et tout ça fait aussi partie du jeu de le faire reconnaître comme bagage culturel, simplement. Il y a un mot qui tient à cœur à Éric Decosso, je le salue au passage, c'est le concept de ludothèque, mais en entreprise.
Est-ce que vous avez des entreprises qui vous demandent d'achalander une ludothèque chez elles? Oui, hein, on en a quelques-unes maintenant. C'est croissant? C'est croissant et c'est souvent sur base d'un passionné. Un passionné qui vient chez nous et qui dit Amérique de Cosso ah, quelque mais part. voilà, il y en a dans plusieurs entreprises. Et alors, il y a un midi où ils ont ramené un jeu. Et ils ont dit, allez, on va faire quelque chose. Et puis, en fait, une fois que les autres commencent à s'y prendre, à un moment, ils disent, oui, mais ça fait 25 fois là que tu nous fais jouer à ton jeu de dés. Viens, on va aller en chercher un autre. Et en fait, petit à petit, effectivement, on voit qu'on a des entreprises qui viennent en disant, bah voilà, on a réussi à avoir un budget. On voudrait tous des jeux qui se jouent en une vingtaine de minutes parce qu'il faut que ce soit jouable pendant la Ah pause oui, il de faut être midi, souvent. productif quand même. Hein. Voilà, l'avantage du 20 minutes, c'est que si on a le temps, on refait une deuxième partie. Si on n'a pas le temps, on va retourner travailler parce qu'on a quand même une réunion. Tous ces petits jeux-là correspondent vraiment bien. Je pense qu'en plus, pour le moment, c'est les jeux qui sortent le plus. C'est vraiment ce que les gens recherchent autant dans le privé que dans les entreprises. Et donc, du coup, en fait, on en a quelques-uns comme ça qui viennent et qui se font une petite armoire, un petit package. Ils peuvent les jouer sur place. Les plus grands classiques, les dames, les échecs, ils ont encore la cote? Est-ce qu'ils ont la cote aussi en entreprise encore malgré tout ou pas? Ou ils intéressent pas du tout par contre? Ces jeux-là, en fait, sont des jeux qui sont inscrits dans l'inconscient collectif, c'est-à-dire qu'ils sont La là culture depuis toujours. En collective, fait, ouais, quand voilà. tu demandes aux gens qui ne sont pas dans le monde du jeu, citez-moi 5 jeux, c'est évident qu'ils vont te sortir jeux d'échecs, Cluedo, Monopoly, ce genre de choses-là, Scrabble. Quand tu es dans le monde du jeu depuis longtemps, ces jeux-là, finalement, nous, on ne les propose plus jamais. Parce qu'ils sont en magasin, c'est clair qu'on les a parce que quelque part, ce sont des valeurs rassurantes pour monsieur et madame tout le monde. Mais le fan de jeu, il connaît ces produits-là. Ouais, d'accord. Et donc, il vient découvrir d'autres choses. Et donc, les gens qui poussent la porte de nos magasins, soit ce sont des personnes qui ne connaissent rien au jeu et ils voient ces armoires-là et ils sont très rassurés et ils y retrouvent leur bonheur, soit ils se laissent guider par nos conseils et nos services. Et dans ce cas-là, c'est un monde de 2000 jeux qui s'ouvrent devant eux et on va y retrouver les jeux à deux qui vont pouvoir très très bien remplacer un jeu d'échecs, un jeu de dames, un stratégo, mais avec plein de mécaniques différentes et de stratégies différentes, qui vont remplacer le Monopoly où on est plus dans un petit jeu de train-train, chacun joue à son tour, mais avec ce côté un peu plus moderne, un peu plus d'interaction et un peu plus de décision plutôt que le hasard des dés, parce qu'on se rend compte que le joueur n'aime pas être mené en bateau par son jeu. Ou cadenassé. Il aime bien avoir un libre arbitre. Et ce libre arbitre, en fait, change beaucoup de donne entre le jeu mainstream qui plaît à tout le monde, où en fait les gens se laissent guider par le jeu, et le jeu un peu plus averti, où quelque part, non, c'est moi qui veux le maîtriser le jeu, et c'est pas lui qui va me maîtriser. J'ai posé la question pour ces deux aspects-là, mais le premier aspect qui m'a interpellé, c'est que je me dis, soyons clairs, il y a des gens qui, pendant très longtemps, se sont pas intéressés au jeu parce qu'ils ont fait une rupture entre leur enfance et le monde adulte, et pour eux, c'était ça. Je me dis que parfois, ce sont ces jeux qui sont si connus, si classiques, qui finalement ramènent les gens dans votre magasin, et là, c'est comme quand on rentre dans la caverne d'Ali Baba. On vient acheter un jeu de dame et puis on se rend compte, mon Dieu, l'univers et la superficie que tu as dit tantôt d'espace de jeu disponible. Est-ce que là, c'est pas le moment où vous prenez la petite baguette magique et vous convertissez les gens? Est-ce que c'est pas le meilleur produit d'appel finalement? Bien sûr, c'est clair que ces produits grand public sont des portes d'entrée et il faut pas les négliger, c'est pour ça qu'ils sont présents chez nous et il faut surtout qu'ils gardent, s'ils sont là depuis 50 ou 60 ans pour certains, c'est qu'ils ont clairement leur place. Mais est-ce qu'ils ont cette place dans les entreprises? Est-ce qu'ils jouent ce rôle dans les entreprises? Le problème, c'est que quand tu parles de Cluedo, de Risk, de Monopoly, dans l'esprit de beaucoup d'adultes, ça reste des jeux d'enfants. Ça reste des jeux que eux ont joués quand ils étaient enfants et donc du coup sont un peu catégorisés en disant oui, je veux bien jouer ça avec mes enfants, mais je ne vois pas jouer ça avec mes collègues. On est bien d'accord. Et là, il y a plein de petits party games, de jeux de cartes, très très faciles à prendre en main et c'est ça qui aujourd'hui plaît à beaucoup de monde. C'est le jeu qui s'explique en 30 secondes et qui va se jouer 30 fois parce qu'en fait, on s'en lasse pas et que la partie est terminée, ok, on rebat les cartes et on repart pour une deuxième partie. Ça, aujourd'hui, c'est vraiment la mécanique de jeu qui trouve un public très très large et qui parvient à convaincre des gens qui sont pas spécialement joueurs, mais en leur montrant que même avec un bête petit jeu de cartes, avec plein de mécaniques différentes, on sait trouver quelque chose qui vous fait plaisir. J'entends dans l'agilité, il y a incrémentation, il y a adaptabilité, et j'entends dans plusieurs choses que vous avez dites aujourd'hui avec moi au micro, le temps. Le temps est revenu souvent. On vous demande quand même d'avoir des délais de jeux assez courts. Est-ce que c'est une mode qui se généralise même au-delà des entreprises? Est-ce que les gens deviennent de plus en plus impatients et veulent des jeux qui se jouent vite? Est-ce qu'on en profite autant quand ça se joue si vite? Est-ce qu'on apprend autant de choses? En vrai, je ne sais pas si c'est parce que les gens sont impatients
Je crois qu'il y a plusieurs choses, c'est que les gens se rendent compte petit à petit de l'importance du jeu et donc veulent aussi le ramener sur le devant de la scène à la maison. Seulement, on a tous Une vie à 100 à on se l'heure. rend bien compte du rythme de vie que c'est. Et donc le fait de ramener le jeu sur le devant de la scène est beaucoup plus facile avec des jeux courts. Remplacer l'histoire du soir par un petit jeu, se dire au soir à deux, au lieu d'aller regarder une série et de se mettre au lit, on va encore se faire un petit jeu. Mais une fois que les enfants sont couchés et tout ça, sortir à ce moment-là le jeu qui fait 1h30, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc c'est vrai qu'il va y avoir cette idée de se dire, quand j'arrive à dégager du temps pour jouer, je le dégage sur ma semaine, je me dégage une après-midi pour jouer, je vais aller vers du gros jeu. Et on va prendre le temps et on va se passer son après-midi à jouer. Et si on joue une partie qui fait 3 heures, on joue une partie qui fait 3 heures. Mais si je veux qu'il puisse être dans ma vie au quotidien, du coup, il faut que ce soit des petits jeux par rapport au fait que du coup, c'est beaucoup plus facile de trouver des petits moments pour pouvoir le faire. Et que, en fait, on se rend compte qu'un jeu, quand on est dedans, on est acteur du jeu. Ça nous implique beaucoup plus que de faire une activité passive au soir, chacun dans son coin. Et c'est là, pour moi, que le petit jeu prend son intérêt. Encore un point sur lequel je me dis, mais en fait, cet univers est large et riche, et je vais encore donner un autre exemple. Le droit à la déconnexion. Tu vois, cette fameuse loi, le droit à la déconnexion. Mais ça, le jeu, c'est le meilleur outil pour le faire. Tu dis une règle à la maison, on joue à un jeu de société. Pendant le jeu de société, il n'y a pas de GSM, pas de tablette et tout est sur off et il n'y a pas de sonnerie et on répond à rien. Mais là, tu assures la mise en pratique de ton droit à la déconnexion. Ça, il y a beaucoup de familles qui le mettent en place. C'est ce petit rituel, que ce soit le mercredi soir, il n'y a pas d'activité, il n'y a pas danse, il n'y a pas hockey, les enfants n'ont pas d'activité. On a fini les devoirs à 6h, on mange à 6h30, on mange une fois plus tôt que d'habitude. Mais à 7h, on est autour de la table et on joue jusqu'à 8h, 8h30 avant d'aller au lit pour les enfants. Il y a des familles qui mettent ce rituel en place. Là, l'avantage, en effet, si tu mets ce genre de rituel en place, tu vas intéresser les enfants. Et même s'ils sont parfois un tout petit peu moins intéressés parce que « Ah ouais, il y a ma copine qui m'envoie un message » ou « Il y a ça à la télé », le rituel fait en sorte que pour eux, ce créneau-là dans l'agenda, il est occupé. Et une fois qu'il est occupé, finalement, ils continuent à progresser dans cette logique-là. Et c'est là que le jeu touche à la santé, prévention burn-out. Exactement. Le jeu a des facultés juste incroyables. Et je vais rebondir encore là-dessus. On fait ce qu'on veut avec le jeu de société. Je vais donner un exemple d'un professeur de néerlandais. C'est un professeur de première ou deuxième humanité. Et il disait, mais moi, je vais utiliser les jeux de société. Est-ce que vous avez des jeux de société qui sont dans 2 langues, 3 langues, 4 langues ? Génial, ça. Oui, nickel. Je vous donne les jeux ABBA, les jeux Djeko, il y en a plein. Même pour plus grands, on va trouver dans catégorie 10 ou 20-10 ans, on va trouver un jeu au moins bilingue, trilingue, avec français, néerlandais, anglais. L'usage qu'il voulait en faire, c'était de dire, OK, je suis professeur de néerlandais, donc je vais faire de la compréhension à la lecture. Et je vais leur donner les règles à lire en néerlandais. Ah ouais, carrément. Et le lendemain, ils vont devoir expliquer le jeu à leurs copains et vérifier s'ils l'ont bien compris, puis ils pourront lire les règles en français. Et la récompense, après 2-3 sessions de cours, c'est on joue au jeu. Et donc, je me suis rendu compte que finalement, le jeu, qui n'est pas du tout un outil de traduction ou d'initiation à la langue, avait même sa place là. Et donc, en fait, je pense que les professeurs sont sans doute les meilleures personnes, les mieux placées pour déterminer ce qu'un jeu est capable de leur apporter, quitte à twister les règles pour répondre correctement à un besoin particulier au moment T, quoi. Première impression, vous avez mis votre stand, les gens sont arrivés, surpris de voir un stand de jeu. Quelles sont les questions ? Quelle a été la réaction ? C'est vraiment, les gens sont surpris et disent mais pourquoi vous êtes là ? Et qu'est-ce que vous pourriez nous proposer ? C'est très intéressant parce que ça permet effectivement de leur répondre à quel point en fait c'est une utilisation qui est méconnue en fait du jeu en général et que le Pourtant, jeu dans peut les faire RH, c'est connu. réfléchir dans plein de choses. Et donc voilà, après je pense qu'il y a aussi le fait que on est un magasin qui est quand même un peu connu à force et donc les gens sont surpris de nous voir là en disant tiens, Les meilleurs sont là. vous vous êtes perdus. Pour clôturer en beauté, je vais vous demander de nous donner l'adresse d'un site internet, parce que j'imagine que vous en avez un qui est quand même une vitrine première de contact pour qu'on puisse vous téléphoner, vous envoyer un petit message, prendre rendez-vous, voir vos heures d'ouverture. Et puis j'invite les auditeurs et auditrices à se déplacer, parce qu'avec les 2 passionnés que j'ai devant moi là, je crois que quand vous allez rentrer dans leur boutique, vous allez surtout avoir des sourires, de la passion et du partage. Donc, quel site internet pour vous contacter ? On peut nous retrouver sur Internet avec www.lezap.be, L-E-Z-A-P. Nos 3 magasins sont à Nivelles Centre, Nivelles Shopping et Louvain-la-Neuve. Et notre numéro de téléphone, c'est 010 810 905. Ça, c'est le numéro général. On arrive chez nous. Par mail, info@lezap.be. Et il y a une petite surprise avec ce podcast, il y a un répondeur, un voicemail sur le podcast. Donc les gens qui entendent ce podcast peuvent suivre le lien qui est en début de l'article qui présente cet épisode.
ils cliquent dessus, ils ont un voicemail dans le navigateur, ils peuvent s'enregistrer, réécouter autant de fois jusqu'à ce que le message leur plaise et qu'il soit qualitatif. Ils peuvent l'envoyer, je le reçois et je vous le forward. Et s'ils ne disent pas qu'on ne peut pas partager, on pourrait même le partager sous l'épisode quand on publiera le podcast sur les réseaux sociaux. Et donc, vous pourrez réagir aussi de la même manière en suivant aussi ce lien de répondeur pour répondre à la personne et ainsi de suite. Donc, on a un podcast interactif. Quoi de plus pour des gamers? Parfait. Merci pour votre temps et votre patience et votre partage. Et votre Merci passion. à toi. À bientôt. À bientôt.